Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, comme dans tous les épisodes, de vous accueillir encore une fois de plus dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis pas à Kin, je suis au Bénin à Cotonou et je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Valérie Ndongo. Bonjour Valérie. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau congolais, mais à Cotonou. Ouais. Accueillant un Camerounais, donc on peut dire que ce plateau est panafricain, quoi. Oui, on va dire ça, c'est un plateau panafricain. Ça va, tu veux que je t'appelle comment, Valérie ou le boss? Ah, ça, toi-même, tu choisis. Hein. Choisis. Je préfère le boss. Accordé. Sinon, toi, comment ça se passe? T'es à Cotonou, pourquoi? Alors, je suis là pour l'enregistrement de 2 soirées de gala dans le projet mon premier Montreux Afrique by Castel. Donc, voilà pourquoi je suis là. Ah, ok. Et toi, tu feras quoi précisément dans le gala? Alors, je vais être le MC, le présentateur des 2 soirées de gala, dans les 2 demi-finales qui auront lieu à Cotonou. Ah, ça va, super. T'es là depuis quand? Tu kiffes Bénin? C'est la première fois au Bénin? Ah non, c'est pas la première fois au Bénin. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu au Bénin et je suis agréablement surpris parce que je vois Cotonou a beaucoup changé en bien. Ça fait à peu près 5 ans que je ne suis pas revenu au Bénin. Ah oui. Mais j'ai beaucoup fréquenté le Bénin. J'ai formé beaucoup d'humoristes béninois, hein. Beaucoup qui sont aujourd'hui le fleuron du stand-up béninois. Voilà, comme dans beaucoup d'autres pays africains également. Oui, c'est vrai. Moi, dernièrement, quand j'étais à Brazza, je parlais avec un gars de l'IF, de l'Institut français de là-bas. Il me disait aussi que vous avez fait pas mal de masterclass là-bas aussi à Brazza. Ah oui, en fait, aujourd'hui, honnêtement, l'humour africain, le stand-up africain, ce qu'il est aujourd'hui, Dieu merci, j'ai contribué pour beaucoup. Entre les années 2009 jusqu'aux années 2019, 2020, 2021, date auquel je faisais encore les formations personnellement. Maintenant, C'était avec toi-même? c'était moi-même qui faisais les formations. Maintenant, depuis 4-5 ans, ma structure, d'autres personnes s'en occupent. Parce que Ouais, t'aimes dans beaucoup de choses. Ouais, T'aimes dans le boss. J'ai beaucoup d'autres choses à gérer, mais ma structure continue à faire dans la formation, qui pour moi est la base de tout projet. Pour qu'un projet artistique marche, il faudrait qu'il y ait des gens en quantité et en qualité. Ouais, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui te motive en fait? Toi-même, seulement tu te lèves de chez toi, tu te dis, bah, je vais aller former les gens à Brazza ou je vais aller former à Cotonou, quoi. Non, parce que en fait, quand moi je commence ce métier, je fais mon premier spectacle professionnel en 2003. Énorme, 2003. C'est en 2003, moi j'avais quel âge? C'est pas 5 ans. C'est une année où, en Afrique, le thème stand-up n'existe pas vraiment. En Afrique francophone. Et je suis franchement, je suis pratiquement le pionnier en Afrique francophone à faire vraiment du stand-up, tu vois. Et très tôt, les gens me demandent à travailler avec moi et ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Donc, c'est à partir de 2009, je faisais un peu de formation personnalisée et puis c'était épuisant. J'ai dit, il faut que j'organise ça. Donc, je crée une structure qui s'appelle Africa Stand-up et je commence à faire des formations d'abord au Cameroun. Les formations panafricaines, je les commence en 2012 parce que je fais une tournée africaine des instituts français et c'est là où j'ai des contacts avec différents instituts français et beaucoup d'instituts français décident de m'accueillir pendant plusieurs années pour faire des masterclass. C'est comme ça qu'Africa Stand-up est devenue une structure panafricaine qui a formé à ce jour plus d'une centaine d'humoristes. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire, je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent tous. Il y en a qui sont, heureusement, qui sont devenus beaucoup plus célèbres que moi. Pardon, ça veut dire que la formation est bonne. Parce que normalement, quand tu enseignes quelqu'un, c'est pour qu'il aille très loin. Et généralement, plus loin que toi. Et beaucoup ont eu de très belles carrières, D'autres sont toujours en train de monter. Et la plupart, quasiment tous, vont être de très, très bons humoristes. Ah ben super. Mais attends, là tu as dit que Africa Stand-up est devenu panafricain après les formations. Mais dès que tu as commencé déjà au Cameroun,
tu as quand même nommé ça Africa. Oui, oui. Pourquoi? Tu avais une vision ou bien tu voulais juste... tu trouvais qu'Africa, c'était stylé? Ah non, j'avais déjà une vision. Non, j'avais déjà une vision vraiment pan-africaine. C'est vrai, au-delà du fait que Africa Stand-Up soit stylé comme nom, ça claque. Mais j'avais déjà un projet de faire quelque chose de panafricain. Parce que moi, je trouve que dans le système solaire, les Africains sont les plus drôles. Nous, les Africains, on est les plus drôles. Les situations qu'on vit chez nous chaque jour que Dieu a créé, c'est d'un comique inouï. Il faut juste qu'on amène ça sur la scène et qu'on présente ça au monde. Parce que l'Afrique a une carte à jouer. Pendant longtemps, les gens ont dit l'Afrique comme s'ils pensaient que c'était un pays. Aujourd'hui, ça peut être un avantage. Pas que l'Afrique soit un pays, mais que les diversités africaines fassent une force puissante pour qu'à l'échelle mondiale, quand on sort, on dit ouais, ça c'est les Africains. Ils rigolent pas. Ils font rire, mais ils rigolent pas parce qu'ils sont sérieux, parce qu'ils donnent des punchlines, parce qu'ils claquent. Vraiment, vraiment. Du coup, tu m'as parlé de tes débuts. Moi, je suis grave intéressé. Donc, tu as dit que tu as commencé le stand-up en 2003, c'est ça? Non, j'ai fait mon premier spectacle professionnel en 2003. Ça veut dire que tu as commencé bien avant? Bah oui. Comme ça? On va dire en 2000. Pour être précis, c'est vraiment en 2000. Okay. Ouais. J'ai commencé le théâtre en 98. 98, ok. 98, espèce de Congolais. Allez voir vos histoires de 90, 70. 90, ça veut dire 98. Ok, 98. Donc j'ai commencé le théâtre en 98 et j'ai commencé l'humour 2 ans plus tard, en 2000. Okay. Et donc j'ai commencé à faire des sketchs à gauche et à droite. Et puis j'ai rassemblé tous ces sketchs pour faire mon premier spectacle professionnel en 2003. C'était exactement le 5 janvier 2003 au Centre culturel français de Yaoundé. Avant qu'il devienne Institut français. Avant, c'était Centre culturel français. Donc, toi, avec l'Institut français, c'est vraiment une histoire d'amour, quoi. Oui, ma carrière a vraiment commencé à l'Institut français. J'ai eu beaucoup de collaborations avec eux. Et j'ai continué à bosser avec eux. On a eu également beaucoup de désaccords. Ah, ok. Ça, c'est important à signaler. Parce que souvent, la coopération française est compliquée. Les Français sont compliqués en général. C'est-à-dire les Français, c'est des gens qui veulent une chose et son contraire. À un moment, ils veulent des spectacles gratuits parce qu'ils veulent que la culture soit accessible à tous. À un moment, ils disent que non, il faut que ça soit payant parce que la culture a un coût. Après, les mêmes reviennent encore, non, finalement, c'est gratuit, il faut qu'un grand nombre arrive. Après, ils reviennent encore, c'est payant. Donc, en 25 ans, de fréquentation du réseau de la coopération française, secteur culturel, j'en ai vu des choses. Ouais. Et il y a quand même pas mal d'incongruités dans le réseau français où parfois ils te soutiennent pendant 1 an, ils estiment qu'au bout d'1 an, on doit soutenir quelqu'un d'autre. Alors qu'il faut beaucoup plus qu'1 an pour qu'un projet soit mature. Et souvent, les financements aussi, ils font des financements... chez nous, on appelle ça les arachides. C'est-à-dire comme si tu vends les arachides. Dans des montants. C'est sympa d'avoir 1 000 € chaque mois pendant 12 mois. C'est sympa d'avoir un jour 10 000 € et tout. Mais il en faut beaucoup plus pour qu'un projet soit stable, qu'un projet soit structurant. Beaucoup plus en termes de coûts ou beaucoup plus en termes de... De tout. En termes de tout. L'accompagnement n'est pas seulement financier. L'accompagnement est aussi structurel. L'accompagnement est aussi... sous forme de dons, sous forme d'accompagnement, de mise à disposition d'espaces, comme les instituts français le font souvent pour accompagner les festivals, pour accompagner les projets, mais il y a aussi l'accompagnement financier. L'accompagnement le plus important, c'est l'argent. Parce que moi, j'aime dire le mot argent. Ouais. Parce que quand on dit accompagnement financier, ça fait comme si c'est un truc qui est loin de nous. Non, l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux avoir les superbes idées, des beaux projets, mais ils ne vont pas se réaliser. Contrairement à ce que beaucoup de gens racontent dans l'entrepreneuriat, ou non, avec 10 000 francs, tu peux entreprendre, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a des montants avec lesquels tu ne peux rien faire. Mais tu dois avoir une idée, tu dois avoir un projet. De telle sorte que tu travailles pour qu'un jour ou l'autre, en avançant, tu finiras par trouver le fond. C'est clair. Mais moi, j'aime pas ce côté angélique où les gars parlent dans les réseaux sociaux, les coachs en développement personnel, là, que non, l'argent, c'est rien. Pense d'abord au projet. Même avec 10 000 francs, avec 1 000 francs, je dis, mais vous racontez. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans un monde parallèle. Hein, l'argent, c'est méga important. L'argent est au centre de tout. Ouais. Maintenant, l'argent, quand il est au service d'une bonne idée, d'un projet mûri, d'un projet maturé,
Là, ça te permet d'aller très loin. Mais dire aux gens que non, il suffit d'avoir une bonne idée pour s'en sortir, c'est abusé, oui. Ah non, les gens, les bonnes idées, là, nous, on a ça en soc chez nous. C'est versé. Mais le problème des jeunes, des entrepreneurs, des moins jeunes, des vieux, c'est comment avoir les moyens de mettre en place un projet viable, un projet structurant, un projet qui dure, qui a un impact sur le monde. C'est ça, le problème. Donc, le vrai problème, au début et à la fin, là, c'est l'argent. Carrément. Mais Valérie, toi, d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de te demander, mais toi, tu es plus dans l'humour engagé. Oui, je sais que tu m'as dit... Mais oui. Non, c'est bien que tu me reposes la question. Est-ce que je suis dans l'humour engagé? Je t'ai dit qu'en fait, il faut me demander, est-ce que je fais l'humour politique? Est-ce que je parle de la politique? Parce que question engagement, là, tout le monde est engagé. Quelqu'un qui fait l'humour pour défendre les chiens, c'est un engagement. Quelqu'un qui fait l'humour pour défendre l'égalité homme-femme, c'est un engagement. Quelqu'un qui fait l'humour pour défendre la cause LGBT, c'est un engagement. Quelqu'un qui fait l'humour pour défendre les valeurs familiales africaines, c'est un engagement. Quelqu'un qui fait l'humour pour parler de politique, c'est un engagement. C'est vrai que dans la tête des gens, quand on dit quand on dit humour engagé, on pense directement politique. C'est normal parce qu'en Afrique, la politique tue. On peut te tuer, tu peux disparaître un matin. Mais c'est clair, c'est clair. Il y avait Valérie là, il n'est plus là. Il est où? C'est clair. Je comprends cela, mais il faut que les gens comprennent que l'engagement, c'est pas seulement en politique. Et que politique, c'est tout en fait. Même l'engagement pour la cause écologique, c'est un engagement politique. Parce qu'à la fin du film, qui c'est qui va décider? C'est le politique. C'est le politique qui va signer un décret, qui va prendre une décision qui engage un pays, qui engage un continent, qui engage une vie, qui engage des millions de personnes. C'est pour ça qu'il faut s'engager en politique. Sinon, c'est faire l'autruche et ça ne nous a pas aidés jusqu'à aujourd'hui. Et moi, cette année 2025, je fais des séries sur des podcasts que tu as vu. C'est parce que nous sommes en année électorale. C'est élection présidentielle. Et je sais ce que tu vas me dire. Nous, on a un président immortel. vous en avez changé. Vous avez changé quelques-uns. Après, pas beaucoup non plus, mais nous, on a changé. Après, Mobutu, ça va. Bon, avant Mobutu, il y avait quelqu'un, on va dire ça comme ça. Il y a eu quelqu'un avant Mobutu. Il y a eu Kasavubu qui est parti en coup d'État. Après, il y a eu Mobutu qui a eu 32 ans. Oui, on va dire, entre Kasavubu et Mobutu, il y a quand même Lumumba. Qui était, non, mais lui, il était Premier ministre. Oui, mais c'est celui qui avait le vrai pouvoir, en fait. C'était la Constitution, à l'époque, là. C'est le Premier ministre qui était le patron, qui décidait. Ensuite, il y a eu Mobutu, qui a fait 32 ans. Seulement, parce que notre champion, Camerounais, oui, notre champion, il est en train de faire... Il a fait 10 ans de plus que Mobutu. Il a fait 42 ans. Là, il est la 43e année. Ah non, mais c'est un champion. Il est immortel, il ne va jamais mourir. et chez vous, après, il y a eu Kabila 1, Kabila 2. Et maintenant, il y a Tshisekedi. Je suis sûr qu'il... Quoi? J'ai failli dire qu'il n'a pas vu le parti. En fait, non, tu sais, nous, au Cameroun, on sait que les autres présidents africains envient notre président. Parce qu'il a... Ils rêvent tous de ne pas partir. Mais après, il n'est pas le seul. Hein. Tous rêvent de ne pas partir. Maintenant, au Cameroun, 2025, c'est une année électorale majeure. Notre président n'est plus très jeune. Quel que soit le cas, il va finir par partir. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Quand on a 93 ans, on va finir par partir. Peut-être pas maintenant, peut-être demain, après-demain, mais il va finir par partir un jour. Peut-être que moi, je vais même mourir avant lui. On se passé la vie. Tu ne sais pas comment ça se passe. C'est ça, les réalités. Mais il est clair que 2025, c'est une année vraiment hyper importante au Cameroun. Et c'est une élection présidentielle. Et moi, je dis aux artistes, et je le redis encore, il faut que les artistes s'engagent en politique. S'engager en politique ne veut pas forcément dire militer pour un parti politique. Avoir une carte pour un parti politique. Ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire prendre la parole. Ça veut dire parler aux politiciens. Ramener certaines réalités face à leurs yeux. Et moi, je milite pour la cause artistique parce que les politiciens africains ne se rendent pas compte que l'industrie culturelle peut développer nos pays. C'est clair. Industrialisant la culture, ça peut être un pôle de développement aussi important, voire même plus important que les industries lourdes comme les mines et autres. Mais on est tellement focalisé sur les mines et sur les choses, matières premières qu'on imagine être les seules possibilités de s'en sortir. C'est des bonnes possibilités. C'est des possibilités magnifiques qui ont beaucoup de ressources. Mais l'humour,
l'art en général, ça peut rentabiliser plus que le diamant, plus que l'or. Et c'est important que nous, artistes, on rappelle cela aux politiciens. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, justement, mais est-ce que toi, depuis que tu as commencé dans ça, laisse-moi continuer de l'appeler l'engagement, est-ce que ça t'a déjà créé de problèmes, en fait? Ou on voit, par exemple, aujourd'hui, tu parles d'un truc et demain, tu as eu des menaces ou des choses comme ça? Honnêtement, non. Non, parce que une année électorale, c'est quand même une année, on va dire, de politique. Tout le monde va faire la politique. Tu veux, tu ne veux pas. Non, mais pas que pour cette année, en fait. Depuis que tu as commencé, tu n'as jamais eu des menaces. Non, parce qu'en même temps, il faut faire la politique de façon intelligente. La première chose qu'il faut éviter quand tu t'engages sur ce chemin-là, c'est la diffamation. Ouais, c'est clair. C'est l'injure, c'est des fausses accusations, c'est les calomnies, c'est vraiment tout ce qui est en dessous de la ceinture. Il faut éviter ça. Maintenant, quand tu restes au-dessus de la ceinture, on peut te critiquer, mais on ne peut pas te créer des problèmes dans le sens où tu as injuré quelqu'un ou bien tu as donné des fausses nouvelles, machin, tout. Non, donc jusqu'ici, non. J'ai eu des engueulades, quelques petites injures à gauche, à droite, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est du public, mais pas des acteurs eux-mêmes. Non, pas les acteurs eux-mêmes, mais des partisans. Des partisans de ces acteurs politiques. Ouais, de certains acteurs politiques. C'est ça, on va dire ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Chez nous, on appelle ça le djalelo. Voilà. Donc, mais j'ai pas eu de problème dans le sens où est-ce que on m'a traduit en justice, est-ce que qu'on t'a arrêté été dans un commissariat, on m'a fouetté et tout. On va dire jusqu'à présent non. Dieu merci, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Je l'espère aussi, aussi. Ah, mais c'est bien. Et si on peut retourner un peu sur tes débuts, est-ce que toi, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'humour, en fait? C'était quelque chose que tu pensais faire depuis les débuts, genre, tu vois, les rêves de gosse, tu te disais, moi, je vais devenir humoriste. Non, moi, j'ai jamais rêvé faire l'humour. Moi, j'ai toujours rêvé faire le cinéma. Ah, ok. Faire des films. Ouais, l'humour, c'est un accident. Donc, il faut que ça soit clair pour tous ceux qui nous regardent. Je suis devenu humoriste, on va dire par accident. Mais après, c'est un accident qui m'a plu. Ouais. J'ai fait l'accident là en 2000. Ça fait quand même 25 ans. 25 ans que, ouais. Donc, et l'accident m'a plu. Et j'ai découvert ce talent en moi. J'ai découvert cet univers. Et puis, j'y suis entré. J'y suis resté et je vais mourir dedans. Quel que soit ce que je vais faire de ma vie, demain, après-demain, je serai toujours humoriste. Toujours humoriste. Mais on peut dire que ça t'a ramené aussi à ton rêve de départ, non? Parce que exactement. Le cinéma, tu en as quand même fait avec Congo Lounge. Oui, j'en ai fait. Et puis, je continue à en faire et je vais en faire encore plus. Avec le temps qui passe, parce que la plupart des projets que je développe maintenant, c'est vraiment ça va dans le sens du cinéma cinématographique. Ok. Mais à part Congo Lounge, tu as aussi fait d'autres projets déjà cinématographiques? Oui, j'ai joué dernièrement dans Agent un peu trop secret de Franck Thierry Malais, qui était un réalisateur camerounais hyper talentueux. Il est mort? Non, il est. Il est hyper talentueux. Je pense que pour l'instant, il n'a pas encore la place qui lui revient de droit dans le cinéma africain et mondial. De par son talent et de par son génie, de par la qualité de ce qu'il produit. Fait. Tu vois un peu quoi. Il n'a pas encore sa place, mais il va l'avoir très vite. Très bientôt, quoi. Et puis, il y a d'autres projets que je suis en train justement de mûrir pour 2026. Ouais, exactement. Et parlons maintenant de la scène camerounaise, africaine en général, parce que toi, tu as la chance, ou bien cette opportunité-là de jouer presque partout en Afrique. Mais comment toi, aujourd'hui, tu penses de la scène humoristique africaine en général, et camerounaise en particulier? Alors, l'humour est devenu un art vraiment majeur. Je pense que la musique est encore, on va dire, au-dessus de nous. Parce que la musique, encore très long au-dessus, non? Pas très long. Okay. Non, pas très long. Je pense la musique est encore au-dessus de nous, mais pas si loin que ça. Parce que la musique a quand même des ouvertures que l'humour n'a pas. On peut écouter un musicien africain en Chine. Mais écouter un humoriste africain francophone en Chine, ça c'est compliqué. Maintenant, aux yeux des Africains, l'humour est déjà vraiment à côté. L'humour est presque l'égal de la musique, encore que dans beaucoup de cas, l'humour est même plus intéressant. Les Africains l'aiment plus que la musique. Parce que l'humour est un vrai miroir de la société, où les gens se voient eux-mêmes tels qu'ils sont. Parfois, tels qu'ils n'aiment pas se voir, mais ils se voient. Et ils trouvent que c'est bien fait. La musique, ça transcende, c'est beau, c'est machin, mais l'humour est vraiment devenu... aujourd'hui, si on prend les arts majeurs, c'est-à-dire les arts qui attirent le public,
je vais être honnête, je mets la musique en 1, je vais mettre l'humour en 2, okay. Et le cinéma en 3. Ah, cool. Je mettrai le cinéma en 3. Et puis le reste, c'est le théâtre, la danse, les arts plastiques et tout. Mais l'humour est devenu vraiment majeur. C'est le cas au Cameroun, c'est le cas dans tous les pays d'Afrique francophone. Voilà, parce que c'est un secteur qui a su s'organiser, su se développer et pour s'imposer en fait. Aujourd'hui, en Afrique, on n'organise plus rien de spécial sans inviter un humoriste. Ouais, mais c'est clair. Même enterrement, on nous invite. Même les clips des musiciens. Les musiciens, chaque musicien essaye d'avoir son humoriste dans son clip pour booster le clip aussi. Exactement. Les soirées de gala des grandes entreprises, les dîners d'État, on invite toujours les humoristes partout parce qu'on a su se rendre indispensable. On a su créer quelque chose de très fort dans nos sociétés qui fait que chaque fois qu'il y a un truc, on cherche un humoriste. Ouais, c'est clair. Mais là, tu parles plus de l'humour en général, c'est ça, non? En général. Mais comment toi, tu penses de l'humour de la scène? Tu vois, la scène comme le stand-up, ou même pas forcément le stand-up, mais ces humoristes-là qui prennent la scène. Est-ce que tu penses que ça se développe aujourd'hui, ça a vraiment la place qu'il faut? Surtout qu'avec les autres qui choisissent plus la voie la plus courte, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Devenir web humoriste. Alors, quand je dis l'humour se porte bien, je pense à ces deux volets. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'humour sur un seul volet. Si tu fais l'humour uniquement sur la scène, tu n'en sortiras pas. Si tu fais l'humour uniquement sur le web, tu n'en sortiras pas. Il faut faire les deux. Les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est un raccourci, mais ce n'est pas si raccourci que ça. Tu dois le savoir, c'est très difficile en un an de devenir populaire. Ouais. La plupart des gens qui deviennent populaires dans les réseaux sociaux, les gens oublient souvent, ça fait 2-3 ans ils sont là. Ils ont essayé des choses qui n'ont pas marché et puis un jour, ils trouvent un truc qui marche. Ouais. Il y a des exceptions. Oui, bien sûr. Il y a toujours des exceptions qui confirment d'ailleurs la règle. Voilà. Et puis ils ont... Maintenant, quand tu veux rester longtemps sur les réseaux sociaux, la communauté que tu as réussi à créer veut te voir, veut échanger avec toi. Tu es obligé d'aller sur la scène. C'est pas seulement lors des soirées mondaines où tu vas signer l'autographe. Non, on veut te voir sur la scène. Et c'est pour ça que pratiquement tous les web humoristes, ils viennent à la scène. Pareil pour les humoristes qui ont commencé le stand-up sur la scène. Sur la scène, la communauté que tu vas te créer n'est pas importante. Tout le monde est sur son téléphone portable. Ouais. Donc il faut aller sur le web pour te créer une vraie communauté qui va venir te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Et aujourd'hui, et maintenant, de plus en plus, il y a beaucoup d'humoristes de la scène qui prennent d'assaut les réseaux sociaux et deviennent plus importants que ceux qui ont commencé dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quand même une certaine expérience qu'ils ont sur la mécanique du rire. Au début, on pensait que non, ceux qui ont commencé la scène ne peuvent pas faire les réseaux sociaux. Non, c'est archi faux. Au contraire, ils ont eu besoin de prendre du temps pour comprendre la mécanique des réseaux sociaux aussi. Oui. Maintenant qu'ils l'ont compris, c'est parti. Maintenant, c'est fini. Donc toi, tu ne déconseillerais pas un jeune humoriste stand-upper de base de faire par exemple des vidéos sur TikTok ou des bails comme ça? Au contraire, moi je trouve que maintenant c'est une obligation. C'est obligé. Moi, quand je fais encore des formations. Ouais, t'inquiète. Quand je parle aux jeunes, je leur dis, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas exister. Qui va venir vous voir sur scène et pourquoi? Ouais. C'est votre communauté créée qui va venir vous suivre. Et les gens vont vous trouver important parce qu'ils savent que vous avez une communauté derrière vous. Vous aurez des marques qui vont vouloir que vous fassiez des placements de produits. Ou même des placements. Ouais. C'est parce que vous aurez ça, etc. Donc, les deux vont ensemble maintenant. Aujourd'hui, quand tu fais les moves, il faut faire les deux. Oui, parce que même avec le projet Mon Premier Montreux pour lequel tu es venu, je rencontre aussi pas mal de jeunes humoristes. Et je crois qu'il y a encore ce complexe, je sais pas si je dois appeler ça complexe, mais en vrai, il y a encore ce truc-là où ils te disent que non, on est des stand-uppers, on n'a pas besoin des réseaux sociaux. Ils trouvent ça un peu, je sais pas comment ils trouvent ça, mais ils trouvent ça un peu guignol de faire le guignol sur les réseaux plutôt que de monter sur la scène. Oui, en général, ceux qui le disent, c'est les deux choses l'une. Soit parce qu'ils sont un peu jaloux, ceux qui ont un succès énorme sur la scène, soit parce qu'ils sont cons. Tu vois, c'est l'un des deux, c'est l'un ou l'autre en tout cas. Je dis et je redis, tu ne peux pas exister dans l'univers artistique aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas les deux. Les deux, ok. Et les réseaux sociaux ont même un plus. Tu te crées une communauté plus vite et plus solide aux réseaux sociaux. Dès que tu te retrouves avec déjà 500 000 abonnés,
tu es déjà un patron. En Afrique, en tout cas. Ouais, c'est clair. Tu es déjà un patron. Tu as déjà une communauté solide qui va t'accompagner, qui va te porter, qui va même, pour tes échecs, va te soutenir. Il va te réconforter, oui, c'est pas grave, repose-toi, travaille ci, travaille ça. Quand tu vas refaire un spectacle, on va venir te soutenir. Et dans les réseaux sociaux, les gens disent souvent ça. On vient te soutenir. C'est parce que c'est ta communauté qui le fait. Si tu es sur la scène, tu vas faire venir combien de gens sur la scène? Combien de gens aujourd'hui partent encore devant l'Institut français pour lire le programme, ouais. Les gens regardent, c'est sur leur téléphone. Et les gens partent même à l'Institut français parce qu'ils ont entendu qu'il y a des noms qu'ils connaissent, qui passent là-bas. Et aujourd'hui, les organisateurs de spectacles, eux-mêmes, ils cherchent les youtubeurs, les web comédiens connus. C'est logique. C'est comme ça que ça marche. Même nous, on fait ça. Donc c'est pour ça que je dis et je redis, il faut faire les deux. Les stand-uppers qui ont commencé sur la scène, qui pensent que, ouais, qui font le malin, ils sont soit jaloux, soit aigris, soit simplement cons, c'est tout. Et puis, les web comédiens qui pensent qu'ils sont peuvent mieux faire rire. Les stand-uppers aussi, eux, ils sont stupides. Parce qu'ils ne comprennent pas que la mécanique du rire devant une caméra n'est pas forcément la même sur la scène. Donc, il faut... L'un et l'autre doivent travailler la mécanique du rire suivant le média que tu utilises. Devant la caméra comme ça, c'est pas la même chose. Sur la scène, c'est pas la même chose. Donc, quand tu travailles les deux, à la fin, tu es complet. Ah, super, super. Valérie, si tu n'avais pas fait l'humour, tu allais faire quoi? Si j'avais pas fait l'humour, déjà, je suis pas sûr que j'allais faire quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais fait? Au début, je voulais être ingénieur pont et chaussée. Comment ça s'appelle? Génie civil? Génie civil. Ingénieur en génie civil. Je trouvais ça pas mal, construire des ponts, faire des routes. Je trouvais que ça fait toi quelqu'un d'important. Après, j'avais voulu être colonel dans l'armée. T'aurais fait un beau soldat, je crois. Non, attends. Moi, j'ai dit, je voulais faire colonel. C'est-à-dire, je voulais pas commencer... Ah oui, tu voulais directement être colonel, ouais. Moi, je dis, si je fais l'armée, directement colonel. Ça se fait, ça se fait. Bien sûr que non. Ah ouais. Donc moi, je voulais être colonel de l'armée. Ouais, direct. Et puis après, on me nomme général. Ouais. Voilà, et puis je suis tranquille. Ouais, carrément. Ah, mais ça va être marrant. Hein. On vous présente aujourd'hui votre colonel. Non, ouais, mais bien sûr. On vous présente votre colonel. Bah, il a jamais été soldat. Oui. Mais il est colonel. Ouais, je te jure. Maintenant, Valérie, est-ce que... comment toi, ta notoriété, tu la gères là, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays où tu vas? Alors, ma notoriété, je la gère normalement. En fait, la notoriété, c'est quelque chose qui dérange quand on est surpris. Quand on n'a pas travaillé en étant conscient que le travail qu'on fait peut nous mener à ça. Tu gères ça avec difficulté. Parfois, tu deviens un peu hautain, soit tu deviens trop distant. Soit tu es tellement surpris que tu peux faire n'importe quoi, ou tu peux être trop timide. Mais quand tu fais ce métier, depuis autant d'années que je le fais, la notoriété n'est pas un problème. C'est quelque chose que tu gères. C'est même un atout. C'est un atout qui peut être gênant de temps en temps. Parce qu'il y a des moments où c'est vraiment chiant. Ouais. Tu as envie de rester tranquille dans ton coin. Et puis il y a quelqu'un qui vient t'embêter. Même pas quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient t'embêter. Toi, tu es obligé de jouer le jeu parce qu'eux, ils sont contents. C'est la première fois qu'ils te voient. Ils ne sont pas conscients qu'avant eux, il y a eu 50 personnes qui sont venues t'embêter la même journée. Ouais. Donc, tu ne peux pas leur en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir parce que lui, il te voit là, maintenant. Là. Tu vois. Donc, tu joues le jeu. Ça fait partie des moments où c'est un peu embêtant. Mais tu joues le jeu. Heureusement, il y a des gens très compréhensifs qui viennent, ils s'excusent vraiment. Ouais, c'est que, bon, comme nous on te voit maintenant, c'est pas où on va encore te voir. Vraiment, photo, petite vidéo, machin, tu le fais. Quand tu es conscient de ça, que ta carrière peut et devrait te mener à cela, quand ça arrive, tu gères ça. Ouais, tu gères, je comprends. Quand tu n'as pas ça, c'est pas un problème. Tu gères ta carrière artistique. Mais quand ça arrive... Vraiment. Et tes projets, ça avance bien? Comment ça avance l'Africa Stand-Up? À l'Africa Stand-Up, ça porte très bien. On fait beaucoup de choses maintenant. C'est un mois de production. Hein. On a toujours l'Africa Stand-Up. 5 mois? Non, 5 mois, j'ai dit c'est une boîte de production. Ah, une boîte, ouais, j'ai cru. C'est 5 mois de production. Ah non, c'est pas 5. Si on résume. Ouais, si on résume tout ce que tu fais. Oui, c'est à peu près ça. Donc, on produit l'Africa Stand-Up Festival. On produit une nouvelle émission qui sera bientôt disponible sur Cuisine TV. On produit également, on a 2 autres projets qui vont arriver sur Canal Plus Pop. On a des projets cinématographiques sur lesquels on travaille.
Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, on travaille le dernier festival Africa Stand Up, c'était l'année passée ou bien tu n'en as plus fait depuis? Non, en fait, je fais chaque fois, le festival que je fais est diffusé l'année d'après. Ah, ok. Donc, ce que tu as tourné l'année passée, ça va C'est ça qu'on va diffuser ces jours-ci. En 2025, là? En 2025. Et ce que je vais faire en 2025, ça va être diffusé en 2026. Ouais. Ok. Ouais, peut-être pour les jeunes humoristes qui vont suivre. Toi, c'est quoi tes critères, par exemple, pour avoir un jeune? Parce que ce qui est sûr, je vois déjà plusieurs jeunes humoristes dans tes festivals. T'es pas seulement en mode Takam ou je sais pas moi qui, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont invités. Mais c'est quoi, par exemple, tes critères pour avoir tel jeune sur le festival? Non, les critères sont très simples. C'est la qualité. Et puis, moi, je sais voir si un humoriste est bon ou s'il n'est pas. Parce qu'il y a des bons, des très bons, et il y a des mauvais, des très mauvais aussi. Il y a d'abord le critère artistique. Mais le critère, on va dire, un peu majeur, c'est le critère économique. Ah, ok. Il y a des humoristes de certains pays que malheureusement Africa Stand Up a du mal à inviter parce que parfois le coût du billet d'avion, c'est la dot de 3 filles vierges. Tu vois un peu quoi, c'est très compliqué. Et donc malheureusement, il y a des pays où c'est compliqué de faire venir les gens parce que c'est des pays où les correspondances à des vols internationaux te coûtent tellement cher, hyper cher, que tu peux pas. C'est-à-dire que parfois c'est la mort dans l'âme que je n'invite pas certains, que je connais, que j'ai vu dans des festivals, et parfois même que j'ai formé. Ah oui, que moi j'ai formé, parce que moi je suis allé, on a payé mon billet d'avion, je suis allé faire des formations, mais maintenant moi je n'ai pas les moyens pour faire venir certains. Donc heureusement j'arrive quand même à trouver des partenariats avec des instituts français et certaines filiales Canal+ en Afrique qui font venir des humoristes. Et puis c'est aussi par rapport au contenu que j'ai dans le festival. Le festival, généralement, j'ai 10 émissions à faire, ou parfois 13. Donc, je ne peux pas inviter autant de gens que je voudrais. Donc, il y a quand même une quantité réduite de gens que je peux faire venir au festival. C'est clair. Donc, j'essaye. Il y a quand même un noyau dur du festival, des gens que j'invite assez régulièrement, des Juste Parfaits et tout ça. Exactement. Parce que Africa Stand Up, j'ai une politique qui est très simple. Je forme les gens et je leur donne des carrières derrière. Donc, c'est pas juste une formation, quoi. Voilà, c'est une formation qui termine avec une mise en relief, avec des opportunités, une visibilité qui te permet d'avoir une carrière derrière. Ce que tu remarques bien dans Africa Stand Up, j'invite très peu d'humoristes qui ne sont pas d'Africa Stand Up. Takam, par exemple, n'est pas d'Africa Stand Up. Mais je l'ai quand même invité parce que, bon, parfois, il faut quand même s'ouvrir et tout. Mais 90% des humoristes d'Africa Stand Up sont de l'Académie Africa Stand Up. Donc, ont été formés dans Africa Stand Up. Lorsqu'ils ne viennent plus, c'est qu'ils n'ont plus besoin de venir. Techniquement, Priscilla Degameuse, par exemple, qui est d'un talent fou, elle est déjà tellement loin, elle n'a plus forcément besoin de venir à Africa Stand Up. Donc, on donne la place aux autres. Mais c'est quand même ma fille, donc forcément, elle va revenir. Tu vois un peu ce que je veux dire. D'autres personnes, Bapa Oumar, il va forcément revenir. Mais c'est des gens qui, après Africa Stand Up, ont su valoriser leur passage. C'est clair. Tu vois un peu quoi. Donc il y a certains noms comme ça qui ne reviennent plus forcément parce que voilà, Walfar Kaya, c'est les enfants d'Africa Stand Up et qui n'ont plus forcément besoin de revenir. Il y aura des éditions spéciales où je vais faire revenir tout ce monde-là. Parce qu'il est important que ceux qui sont formés maintenant bénéficient de la même visibilité pour pouvoir s'en sortir demain tout seul. Donc c'est le triptyque d'Africa Stand Up, c'est sélection des humoristes, formation des humoristes et professionnalisation des humoristes en leur donnant une visibilité qui leur permet d'avoir une carrière. Vraiment. Ah, mais c'est trop fort ça. Mais là, tout à l'heure, tu parlais des contenus de tes spectacles. Moi, je sais une chose dans tes spectacles, il y a toujours la sape congolaise. Oui, la sapologie. La cité, tout ça, la sapologie. Non, moi, j'ai adoré la sape. J'ai adoré. Au début, dans les années 2003-2005, parce que moi, je découvre la sape, je crois, en 2005-2006 par là. Quand tu es venu au Congo? Non, c'était la première fois où j'étais allé en France. Ah, t'as découvert la sape en France? Oui. Je suis venu au Congo la première fois en 2001. Ok. À Kinshasa. Même, j'avais pas le temps de voir la sape, je ne connaissais pas. Mais c'est quand je suis allé en France en 2005, c'est la première fois, c'est là où je découvre la sape. C'est en France. J'ai l'impression qu'il y a plus de sapeurs congolais en France. En France qu'au Congo. Et tout. Au début, j'avais pas aimé, moi j'avais trouvé ce truc. C'est quoi ces gars? C'est des fous, quoi, tu t'es dit. C'est des malades mentaux. Un gars travaille 1 an pour acheter une chaussure à 2000 €, des trucs comme ça et tout. Je n'ai pas compris. Mais
plus j'écoutais, plus je regardais ce qu'ils font, mieux je comprenais la philosophie de vie qu'il y a derrière. Mieux je comprenais l'importance que ces gens attachent aux vêtements. Le vêtement n'est pas simplement un vêtement. Le vêtement est un moyen d'atteindre une espèce de bien-être. C'est un moyen de s'évader des difficultés de la vie. C'est un moyen de même de se transcender. C'est à partir de là que j'ai commencé à aimer la sapologie. Et comme pendant 5-6 ans, j'allais beaucoup au Congo, un peu plus à Brazzaville qu'à Kin, mais j'allais beaucoup au Congo, et là, je voyais vraiment la sable et tout ça. Je me suis dit, il faut qu'on fasse intégrer ça. Okay. Et puis moi, l'accent congolais que j'adore, c'est l'accent de Kin. Ah, notre accent? Oui, l'accent de Kin, j'adore. C'est pour ça que mon personnage de sapeur pygmée, j'utilise un peu l'accent quinois. Ouais. L'accent quinois, le sapeur est un homme. Sapeur, la sapologie, c'est une science transcendantale. Les sapeurs n'ont pas peur de rien. Ils osent les couleurs. La couleur, la sainte trilogie des couleurs. Les sapeurs tapent le sol parce qu'ils veulent montrer que sa diastante n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Un sapeur n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Ouais. Donc, en fait, j'ai trouvé l'accent congolais de Kin trop bien, quoi. J'ai trouvé, pour moi, quoi, c'est l'accent qui va avec la sape, pour moi. Tu vois. Bon, après, tu vois, les Congolais de Brazza, ils sont magnifiques, quoi. Ouais. Welfa, quand il fait sa sapologie, c'est magnifique. Et puis, il y a d'autres pays qui font des sapes, comme Mané Oumar avec le sapeur. Oumar Mané, oui. Mais Oumar Mané, c'est un Congolais, lui, il laisse tomber. Il est guinéen, ouais, mais il est la grandeur congolais. Il parle très bien Kinshasa, mais je vous rassure qu'il est bien guinéen. Ouais, je sais, il est guinéen, mais laisse tomber. Lui, c'est un Congolais. Tu vois, quand la première fois je l'ai vu à Abidjan, et puis il me dit, Mwanamboka, Nengenini. Je dis, mais lui, il parle bien Lingala comme ça, mais genre très bien Lingala. Il parle très bien Lingala. Toi, tu parles Lingala aussi? Ah, mais non, moi, je connais seulement Mbote, ou Benganayo. Benganayo. Ah ouais. Non, mais il a quand même passé de 0 ans jusqu'à 12 ans. Donc, il a bien vécu à Kinshasa. Il a bien été imprégné par le Lingala. Le Lingala, c'est des choses, quand ça te prend, c'est jusqu'à la mort. Ouais. Vous aimez bien apparemment le Lingala, toi aussi, ou bien? Mais j'ai l'impression que ce soit les Ivoiriens ou les Camerounais, vous aimez bien le Lingala. Non, c'est parce que c'est beau, en fait. C'est chanté. Et puis les Congolais, c'est des super artistes. Vous avez, il y a Fali, il y a Ferré, il y a Inosbi. Il y a quand même des noms dans le monde entier. Quand on parle musique, Wallahi, on va citer 2-3 Congolais. Ça, c'est pas seulement au niveau de l'Afrique. Non, ouais, partout dans le monde. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les auteurs congolais, il y a les dramaturges congolais, il y a les plasticiens congolais des deux Congos qui font que le Congo, voilà quoi, ça résonne beaucoup. Et puis, les Congolais, vous parlez trop le Lingala. Ouais, on adore ça. Non, mais mais sauf que chez vous, là, quand vous avez vos clashs, le reste de l'Afrique ne peut pas entrer dans vos classes. C'est pour ça que ça finit entre vous. Quand vous commencez une histoire, ça finit en Lingala. On ne comprend pas ce qui se passe à Kinshasa ou à Brazzaville. Ça commence toujours. Oh, mais non, mais comment? Mais tu as vu l'autre là? On est aux Anini. Oh, vraiment? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Aux Anini, il appelle ça. Je me parler en français. Moi aussi, on a envie de participer à vos clashs. C'est Prissy, en parlant de Prissy, elle était venue à Kin. Et elle nous a fait la même chose. Genre, bonjour, je voulais vous dire quelque chose. Et puis, bam, elle commence à parler en nouchi. Et puis, on dit, oh, mais on comprend pas. Et puis, il dit, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait. C'est comme ça que vous emmerdez les gens. On a envie de suivre. Tu sens que le clash là est intéressant. Mais ouais. Tu sens que c'est un truc, mais les gars sont à Lingala. Tu dis, mais pourquoi vous nous faites ça? Valérie, on va commencer déjà à chuter, mais je voulais qu'on fasse un truc vite fait avec toi. Ça s'appelle le zapping, c'est un concept de mon podcast. Je vais te poser des questions rapides et le but c'est de répondre rapidement quoi. Okay. Et si tu n'as pas la réponse, tu peux simplement dire je zappe. Ok. Ouais. Valérie Nongo, cite-moi un seul humoriste africain qui t'inspire. Hissène Amazia. Qui ça? Hissène Amazia. Hissène, ok. Ton sketch préféré parmi tous tes sketchs? Témoignage. Ah, cool. Sur les pasteurs, les églises réveillées. Après, c'est Sapologie. Ah, ok, ouais. Moi, j'aime bien Sapologie. Ton pire moment sur scène? C'était à Cotonou, en 2008. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma pire prestation de ma vie, c'était à Cotonou en 2008.
Je n'étais pas préparé. J'avais fait le jeune arrogant qui croyait qu'il est trop fort, qui n'a pas besoin de répéter, il n'a pas besoin de se concentrer. Et puis voilà quoi. Ouais, c'était en 2008. Ah ouais. Maintenant, un sujet sur lequel tu ne plaisanteras jamais. Je peux dire sur quoi? Sur les Juifs. Ah, ok. Mais là, t'en ris déjà, là. Non, j'arrive parce que déjà, techniquement, je suis Camerounais. Moi, ça ne me concerne pas. Je vis au Cameroun. Oui. Il y a certains problèmes, entre guillemets. Les Européens vont gérer ça entre eux. Ok. Nous, on a d'autres problèmes ici. Je te jure. Tu as fait plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe aussi. Le public le plus réactif que tu aies jamais rencontré dans tous les pays que tu as fait. Bon, à part le Cameroun, parce que c'est le Cameroun. Ouais, le Cameroun, c'est toi. Honnêtement, alors, à part le Cameroun, pour moi, le meilleur public. Le Congo. Non, c'est Brazzaville. Oui, le Congo, c'est Brazzaville. Honnêtement, c'est Brazzaville. Ah, ok. Tu vois un peu quoi. Kinshasa, comment je peux dire? Kinshasa, très vite, tu peux avoir 5000 personnes devant toi. Mais Kinshasa est très risqué. Kinshasa, il suffit d'un rien. C'est Bima. Ouais, Bima. Et puis Kinshasa, il suffit d'un rien, on t'adopte, tu te retrouves avec 1 million de fans. C'est clair. C'est ça qui est magique avec Kinshasa. Tu as 1 million de fans comme ça en un soir ou en une semaine maximum. Parce qu'ils t'ont aimé, ils t'ont adopté. Mais pour moi, en tant que stand-upper, le public de Brazzaville est quand même spécial. Cool. Donc bon, ça reste le Congo quand même. Ouais, t'inquiète. C'est la famille là-bas aussi. Si tu pouvais inviter 3 humoristes pour une soirée sur scène, qui choisirais-tu? Peu importe le pays de l'humoriste. Ok, je prendrais Prissy, Hissène et les Freeboy. Ok, cool. Et un stéréotype sur les Camerounais que tu trouves absurde? Absurde? Ne cite pas la bière parce que vous buvez vraiment de la bière. C'est pour ça que tu n'as pas encore vu les Rwandais. Absurde. Un stéréotype que je trouve absurde, c'est que les Camerounais sont paresseux. Il y a certains gens possédés qui disent que vous êtes paresseux. Ah oui, ça c'est des gens qui sont complètement possédés. Ouais. Ah oui, je te jure, parce que si on n'est pas paresseux. Ah non. Vous êtes tous sauf paresseux. Ah oui, on est tous sauf paresseux. On est très doués. On sait être arnaqueur aussi. On ne joue pas. Mais sur ce coup-là, les Nigérians font souvent. Ouais. Là, on est en concurrence avec les Nigérians. Oui. Tout ce qui est arnaque, là, les frappes, tout ça, là. Les Nigérians. Même au Bénin, ces derniers temps, ça pousse aussi. Hein. Oui, tu verras sur Facebook seulement maître Nini, maître ci, maître ça, tout ça, le porte-monnaie magique. Ils arrivent. C'est quand même ici, là, mais Camerounais, on est quand même bon. Et puis, on a ce qu'on appelle chez nous le Hemley. Le Hemley, c'est la détermination. Quand un Camerounais veut, il va se battre, il va avoir ça. Un Camerounais, il va être champion du monde de ceci, de cela. Vous croyez qu'il blague, il va faire ce qu'il faut, il va travailler dur, le sang va couler, il va suer, il va souffrir, mais il va arriver là-bas. Ouais. Donc ça, c'est un Hemley que les gars ont au pays qui est très important. Et puis les Camerounais sont très fiers. Dans chaque pays africain, il y a de la fierté, ça c'est clair. Mais certains pays, comme le Cameroun, ont une fierté, on va dire, qu'ils arrivent à démontrer aux yeux du monde qu'on n'est pas seulement fier, mais on est capable de démontrer qu'on est les meilleurs, qu'on peut faire et on le fait. Ok. Bah cool. Ton rêve encore, un rêve que tu as mais encore inachevé? C'est de construire une salle d'au moins 300 places avec tout l'équipement, une vraie salle de spectacle. Pour l'instant, j'ai une salle de 120 places. C'est pas encore ça. Et ce n'est pas vraiment une salle de spectacle, c'est une salle que j'ai aménagée. Et je ne suis pas propriétaire, donc je loue le lieu pour quelques années. Donc mon grand rêve, c'est d'avoir une salle d'au moins 300 places, sinon 600 places. Une vraie salle de spectacle. Ouais, je comprends. Qui fait spectacle, qui fait cinéma, qui fait musique, qui fait tout, une vraie salle de spectacle à Yaoundé et à Douala, donc d'en avoir deux. Ok. Ton meilleur souvenir dans un festival d'humour? Mon meilleur souvenir dans un festival d'humour, je pense que j'ai eu un très très bon souvenir de Toseka. Ah, Toseka, à Kinshasa. Ouais, je m'en souviens, c'était énorme comme festival. Moi, je dis souvent, Ados, je te regarde-moi, je te parle. Je t'en voudrais toujours d'avoir laissé tomber Toseka, Ados. Tu dois refaire Toseka. C'est moi, je ne comprends pas. Tu fais la politique et puis où est le problème? Le problème, si tu es élu, tu laisses tomber un festival aussi important. Ados,
Il faut le dire ça. À Dos, il faut refaire Toseka. C'était The Festival. Ouais, c'était énorme. Je me souviens. À l'époque, moi, j'étais encore gosse, mais on regardait à la télé. Non, mais attends, on faisait des spectacles dans une salle de quoi 2-3 000 personnes. Ouais, c'était plein de chez plein tous les soirs. Je me demandais, mais les Quinois, ils sortent d'où? Ils sont possédés, quoi. Ils apparaissent tous les soirs comme ça, là. Ouais, vraiment, vraiment. Si tu devais improviser une blague en 10 secondes, que dirais-tu? Je ferais la blague de 54. C'est quoi cette blague? 54, c'est la blague. Alors, c'est un gars qui, tous les jours, il marche. Il est 53. 53. 53. Après, on joue des gars qui l'arrêtent. Mais c'est quoi ton affaire de 53? Après, il donne un coup de poing à l'un des gars. Le gars tombe. Il dit 54. Meurt. Après, il dit 54. 54. Donc, c'est le nombre de personnes qu'il a tué. Exactement. C'est trop bête, ça. Ouais, on va commencer à conclure. Parle-nous de tes projets d'avenir, là. Là, c'est quoi que tu as comme projet? Tu as un spectacle qui arrive? Si, bien sûr. Il y a le festival qui arrive. Il y a surtout le cinéma. Là, je travaille sur l'écriture, le développement d'un projet de série et d'un projet de film. Ouais, justement, un film sur la sapologie. Ah, ok. Ah, bah oui, je voulais avec en faire. Des Congolais aussi dedans? Bah oui, il y aura des Congolais. Est obligé. Ouais. Je voulais en faire une série, finalement, on en fait un film. En fait, c'est inspiré des sketchs qu'on a fait dans le festival. En fait. Ah oui. Ah bah oui, c'est un truc qui ne peut pas finir comme ça sans faire un film. Ouais, c'est hyper important. Et puis, il y a une série qui est aussi inspirée des sketchs des églises réveillées. De réveil. Donc en fait, je n'invente pas les projets, je fais des projets. Des sketchs que vous avez déjà fait. Voilà, que je développe en fait. Tout ce que j'ai fait comme sketch, tout ce qu'on a fait dans Africa Stand-Up comme sketch qui a marqué, qui a été bien, la plupart de ces projets, je développe. Même Congo Salange, c'est inspiré de ce qu'on fait à Africa Stand-Up. Okay. Ouais, donc tout ce que je fais, c'est vraiment inspiré de ce que je fais en humour. Voilà. Et puis il y a des festivals où je vais aller. Je vais aller chez Herman Amissi. Ah, à Lubumbashi. Ça fait 2 ans. Je dois dire, hey, Herman, l'année, ça va venir. Sauf si vraiment il y a un tremblement de terre. Ça fait 2 ans. Je dois y aller. Cette année, je lui ai dit, petit, voilà, je viens. C'est à Lubumbashi? Bah oui, c'est chez Herman. Donc, normalement, je serai au Congo. Cool. Voilà. Mais sauf que c'est Lubumbashi, c'est loin de Kinshasa un peu. Ah, le Congo, c'est pas Kinshasa. Hein? Ouais, c'est Congo, c'est tout le Congo. Hein? Vous les Quinois, là, c'est pas seulement Kinshasa, je vous rappelle ça. Ouais, c'est clair. Ah, bah cool alors, cool. Et peut-être un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est juste que voilà, que les gens consomment l'humour, qui viennent au spectacle, qui payent le spectacle, qu'ils téléchargent les vidéos en mode streaming, qu'ils regardent les vidéos des web humoristes en ligne, qu'ils cliquent sur la cloche, qu'ils commentent, qu'ils partagent, qu'ils s'abonnent. Ça donne l'argent aux gens. Ça nous donne l'argent. Hein. Quand vous cliquez là, vous abonnez, c'est bien. Je peux dire aussi de s'abonner à ma chaîne, là, comme moi, si j'ai besoin d'argent. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne de Raël, c'est important. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne encore. Ouais. Voilà. Et puis pour ceux qui sont au Cameroun, quand vous venez, passez au Valérie Ndongo Comedy Club, c'est à Yaoundé. On fait des spectacles tous les vendredis et samedis. Valérie Ndongo Comedy Club. Tu arrives à Yaoundé au quartier Tomeki. Tu demandes c'est où le Valérie Ndongo Comedy Club. On va te dire comme ça, tu arrives là. Cool. Bah, tous les vendredis, samedi, que je sois là ou pas. Ah, cool. Moi, j'y viendrai aussi, là, je crois, en juin. Ah oui, je sais que tu y viendras, mais tu viendras à Kirby au bord de la mer. Donc, ce qui va venir faire au Cameroun, il va aller s'enjailler au bord de la mer et il va vous faire croire qu'il est venu travailler au Cameroun. MDR, mais Valérie, quoi dire? Le boss, j'avais dit. Quoi dire? Je suis vraiment. C'est vraiment un plaisir de déjà te rencontrer parce que c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, pas aujourd'hui la première fois, mais depuis qu'on s'est vu là, ces 2 jours, c'est la première fois qu'on se voit. Moi, je t'ai toujours regardé à la télé. Comme je dis, depuis que j'étais un peu gosse, hein, quand même. Tu as quel âge maintenant? J'ai 25 ans maintenant. J'aurais 26 ans en mai. Vraiment un enfant. Moi, j'ai 45 ans, donc vraiment. J'aurais pu être ton père. Hein. Comment? Si j'avais bossé au Congo, on ne le fait jamais. Vraiment, donc c'est un grand plaisir, comme je disais, déjà de te voir, mais en plus de ça encore de t'avoir sur mon podcast. Non, c'est partagé. Chaque fois que j'ai le temps, il n'y a pas de souci, interview, machin, on joue le jeu. Super. Merci beaucoup à toi et à tous les continentins. Ouais, mais continentais. Ça se dit continentais. Oui, le continent continentais. Ah, les continentaises. Ah, ok. Ouais, le continent, c'est le Cameroun. Ouais. Et c'est pas un débat, c'est une information. C'est clair. Bah, aux téléspectateurs, je leur dis à très bientôt pour un prochain épisode.
Et à toi, Valérie, merci beaucoup. Mbote Nayo à tous les amis du Congo. Mais au revoir, on dit, bon, on dit bye. Bah, t'inquiète. Bye. Bye.